bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un trouble anxieux assez spécifique, le trouble panique, le TP. Oui. Notre guide, c'est le référentiel de psychiatrie et addictologie de l'ESIENI. L'idée, c'est de décortiquer ce qu'il nous dit pour mieux comprendre. Pour commencer, quelques chiffres. Ça toucherait 1 à 3% des gens au cours de leur vie, C'est ça. surtout les femmes, et ça démarre souvent entre 20 et 30 ans. Oui. Et un point intéressant, c'est que ce serait sous-diagnostiqué chez les enfants et les ados. Ah oui, d'accord. Bon, au cœur du sujet, qu'est-ce qui définit ce trouble panique? Eh bien, le point central, c'est vraiment la répétition d'attaques de panique. Des moments de peur très très intenses qui montent très vite. Avec des symptômes physiques forts, j'imagine. Exactement, physique et psychologique. Et au début, ce qui est frappant, c'est leur côté imprévisible. Ça déstabilise énormément. Imprévisible. Oui, ça doit générer une angoisse permanente, non? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'anxiété anticipatoire. En gros, c'est la peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur. Voilà, une crainte quasi constante qu'une nouvelle crise arrive. Et on commence à ruminer sur les conséquences. La peur de mourir, de devenir fou, de perdre le contrôle. Et ça change la vie quotidienne, j'imagine. Ah oui, clairement, ça modifie les comportements, on commence à éviter certaines choses. Le référentiel mentionne aussi un conditionnement interne. Ça veut dire quoi, ça? Alors ça, c'est assez clé. Ça signifie que le corps, en quelque sorte, apprend à réagir de manière excessive. Comment ça? Des sensations physiques tout à fait normales, des palpitations après un café, un petit vertige en se levant, Oui? qui peuvent être interprétées à tort comme le signe avant-coureur d'une attaque. Du coup, ces sensations elles-mêmes deviennent angoissantes. Et peuvent déclencher la crise. Exactement, ça peut déclencher une attaque complète. C'est un vrai cercle vicieux qui s'installe. Je vois. Et ce cercle vicieux, il peut s'étendre à l'extérieur? C'est là qu'on parle d'agoraphobie? C'est souvent lié, oui. Et il faut bien comprendre l'agoraphobie ici. Ce n'est pas juste la peur des grands espaces. Ah bon? Non. C'est la peur de situations où on pense qu'il serait difficile ou même embarrassant de s'échapper ou d'être secouru si une attaque de panique survenait. Comme quoi, par exemple? Les transports en commun, les endroits clos comme les magasins, les cinémas, les files d'attente, être dans une foule ou même juste être seul hors de chez soi. D'accord. Ça doit être incroyablement limitant, ce truc. Carrément. La conséquence directe, c'est l'évitement. On évite ces situations et ça réduit beaucoup l'autonomie. Mais attention, c'est important. On peut avoir un trouble panique sans agoraphobie et inversement, une agoraphobie sans trouble panique. Ce n'est pas systématiquement lié. D'accord. Alors, comment on fait pour être sûr du diagnostic? J'imagine qu'il y a des critères bien définis. Oui, tout à fait. On utilise les critères du DSM-5, qui est un peu la bible des diagnostics en psychiatrie. Ok. Pour le trouble panique, il faut des attaques de panique répétées et surtout inattendues au départ. D'accord. Et après ces attaques, pendant au moins un mois, il faut soit cette fameuse crainte persistante d'en avoir d'autres, soit un changement net dans le comportement lié à ces attaques. Il faut éliminer d'autres causes, j'imagine. Absolument crucial. Éliminer une cause médicale, un problème cardiaque, thyroïdien, etc., ou lié à une substance comme un sevrage ou une intoxication. Et pour l'agoraphobie spécifiquement, quels sont les critères? Alors pour l'agoraphobie, le DSM-5 demande une peur ou une anxiété vraiment marquée pour au moins 2 types de situations parmi la liste qu'on a évoquée. Transport, lieu ouvert, lieu clos, file foule, être seul dehors. Toujours cette idée de difficulté à s'échapper? C'est ça, la personne pense qu'il serait difficile de fuir ou d'avoir de l'aide. Du coup, ces situations sont soit évitées activement, soit subies mais avec une peur intense. D'accord. Et cette peur doit être disproportionnée par rapport au danger réel, persistante au moins 6 mois et causer une vraie détresse ou une altération du fonctionnement. Et là aussi, il faut écarter d'autres choses avant. Toujours. C'est l'étape des diagnostics différentiels. On vérifie les causes non psychiatriques, cœur, poumons, neuro, endocrino comme l'hyperthyroïdie, ORL même. Et bien sûr, intoxication ou sevrage, alcool, cocaïne, même certains médicaments comme les benzodiazépines. Sans oublier d'autres troubles anxieux ou une dépression qui peuvent ressembler ou être associés. C'est complexe. Et sur le plan des mécanismes, qu'est-ce qu'on sait? Pourquoi ça arrive? L'origine est considérée comme multifactorielle. Il y a un peu de tout. Des facteurs génétiques, neurobiologiques, environnementaux. Mais on ne connaît pas les détails précis. Les mécanismes exacts restent assez flous, pour être honnête. Par contre, il y a une hypothèse cognitive qui revient souvent, celle de la phobie interoceptive. La phobie, des sensations internes.
C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Une tendance à interpréter de façon catastrophique des sensations corporelles qui sont à la base tout à fait banales. Et hop, ça relance la machine. Voilà. Cette interprétation négative génère de l'anxiété, ce qui, bien sûr, amplifie les symptômes physiques, ce qui vient confirmer la pensée initiale. On retombe dans notre cercle vicieux. Compris. Et ça évolue comment, ce trouble? Est-ce que ça finit par passer? D'après le référentiel, l'évolution est souvent chronique. L'impact sur la vie sociale, professionnelle, peut être vraiment majeur. Ah oui. Une amélioration spontanée est possible, mais l'anxiété anticipatoire et l'agoraphobie, elles peuvent persister très longtemps si rien n'est fait. Et il y a des risques de complications, hein, des choses plus graves. Oui, et c'est pas négligeable. Le risque de développer un épisode dépressif caractérisé est particulièrement élevé. Le référentiel dit même que c'est le plus haut parmi les troubles anxieux. Ah quand même. Oui, et on voit aussi parfois apparaître des troubles liés à l'usage de substances, peut-être comme une tentative désespérée de gérer l'anxiété. D'accord. Face à ce tableau, que dit le référentiel sur la prise en charge? Comment on aide les gens? Alors, il insiste sur une prise en charge globale et surtout au long cours. Ce n'est pas un truc qui se règle en 2 semaines. D'accord. La base de la base, c'est l'éducation thérapeutique. Expliquer ce qui se passe, rassurer la personne sur la nature des symptômes, ce n'est pas dangereux en soi, même si c'est terrifiant. Donner des clés de compréhension, en fait. Exactement. Et puis les règles hygiéno-diététiques, arrêter les excitants comme le café, l'alcool, le tabac, bien manger, bien dormir, faire de l'exercice régulièrement, apprendre des techniques de relaxation. Et informer sur les médicaments. Oui, surtout sur les risques des anxiolytiques, type benzodiazépine, s'ils sont pris trop longtemps. Il faut bien expliquer que ce n'est pas une solution de fond. Et la psychothérapie, elle a sa place? Elle est même centrale. Les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, sont vraiment recommandées en première intention. Pourquoi les TCC spécifiquement? Parce qu'elles vont cibler directement les pensées catastrophiques et les comportements d'évitement. On travaille sur l'interprétation des sensations, on apprend à s'exposer progressivement. S'exposer aux sensations physiques redoutées. Oui, et aux situations agoraphobiques si besoin. C'est très progressif, très accompagné. Et la relaxation aussi, bien sûr. Et les médicaments, alors? On en utilise quand même? Oui, ils peuvent être nécessaires. Pour le traitement de fond, surtout si les crises sont sévères ou très fréquentes, on utilise des antidépresseurs. Lesquels, principalement? En première intention, ce sont les ISRS, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Ils aident à réguler l'humeur et l'anxiété sur le long terme. D'accord. Et pour gérer une crise sur le moment? Là, les benzodiazépines peuvent être utiles, mais vraiment ponctuellement. L'usage doit être très court, quelques jours maximum, à cause du risque de dépendance. L'hydrosine est une alternative possible aussi. Mais on est bien d'accord, ce ne sont pas des traitements de fond. Absolument pas. Ce sont des béquilles pour les moments difficiles, mais la vraie solution est dans le traitement de fond, TCC ou ISRS. Parfait. Donc, si on résume, ce deep dive, le trouble panique, c'est ces attaques soudaines, cette peur qu'elles reviennent, souvent avec cette agoraphobie qui enferme. C'est ça, Le diagnostic doit être rigoureux pour pas passer à côté d'autres choses. essentiel. Et la prise en charge, c'est du long terme, une combinaison de TCC, d'éducation, d'hygiène de vie et si besoin d'ISRS. C'est sérieux, mais ça se traite. Tout à fait, c'est un message important. Des solutions existent. Et pour terminer, une petite réflexion peut-être. Oui, cette idée de phobie interoceptive, cette interprétation un peu biaisée des signes du corps. Même sans avoir ce trouble, prendre conscience de ce mécanisme, ça pourrait peut-être nous amener à regarder différemment nos propres sensations corporelles au quotidien et la façon dont parfois on peut vite les interpréter. Intéressant. Une piste à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.